La saison 2025 est complètement bouleversée par le Grand Prix du Qatar et on débriefe tout ça maintenant dans l'épisode 38. Welcome back dans Fast and Gorgeous. Alors on va commencer tout de suite l'épisode par un récap de ce week-end qui était quand même assez incroyable. Il y avait beaucoup d'attentes suite à la disqualification des McLaren au GP de Las Vegas la semaine dernière. Et on était sur un gros week-end avec beaucoup de points à gagner puisqu'il y avait une course sprint et une course classique, enfin le Grand Prix classique du dimanche. Donc juste pour vous remettre dans le contexte, on avait Norris qui est en première position avec 24 points d'avance sur Verstappen et Piastri qui sont ex-aequo en deuxième position au classement de pilotes, et donc beaucoup d'enjeux pour ces trois pilotes sur ce nouveau week-end. On avait donc des sprints qui ont commencé par des qualifs où Piastri a vraiment dominé pour le coup les qualifs sprint. Il remporte la pole et Norris et P3. C'était pour le coup, on voit que Piastri il était dans un mindset je veux gagner ma course, je veux gagner mes points. Je pense qu'il n'a pas lâché Piastri, et je suis très contente pour ça. Pour les qualifs sprint, on avait par contre Verstappen qui était vraiment en grande difficulté sur les réglages de sa voiture. Il disait notamment qu'il rebondissait beaucoup, ce qui n'est pas normal sur un circuit comme celui du Qatar qui est un circuit extrêmement lisse, tout neuf. Donc qualif un peu raté pour Verstappen, donc P6. Pas top, mais il restait dans la course. Et course sprint qui fonctionne plutôt très bien pour Piastri, qui va garder sa place. Russell finit deuxième, en troisième position Norris, mais on a quand même Verstappen qui remonte à la quatrième position, donc il y a une 2 places. Ce qui est plutôt pas mal, parce que le circuit de Losail, il est pas facile, en tout cas, c'est pas facile de dépasser sur ce circuit, donc un peu compliqué. On a du coup Piastri qui va grappiller un peu de points sur Norris, et on a Verstappen qui va grappiller un peu de points aussi sur Norris, mais pas autant que Piastri, mais en tout cas qui ne perd pas encore, enfin Verstappen ne perd pas encore le championnat pilote au stade de la qualification sprint et de la sprint. On a ensuite eu les qualifications classiques, où on a à nouveau les McLaren qui sont en domination totale sur le circuit. Piastri qui maîtrise vraiment sa partition sur le circuit du Qatar. Vraiment, moi j'étais très contente pour Piastri, belle maîtrise sans aucun problème. Donc il remporte à nouveau la pole pour le Grand Prix du dimanche. En deuxième position, on a Norris, donc une première ligne McLaren, et en troisième position, on a Verstappen. Donc gros enjeu pour la course, puisqu'on a les trois prétendants au titre pilote qui sont les trois premiers à partir sur la grille. D'ailleurs j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir quel allait être le fait marquant de ce Grand Prix. Est-ce que ça allait être un crash entre Piastri et Norris? Est-ce que ça allait être un rookie sur le podium, puisqu'on avait quand même Antonelli qui partait P5 de mémoire, ou P4, et Adjar qui partait P6, donc potentiellement on pouvait avoir une remontada d'un rookie, et l'autre qu'on attendait depuis longtemps et qu'on a vu beaucoup de fois en 2024, c'est Verstappen passe Norris dès le premier tour. J'ai pas osé mettre le premier virage, mais j'y pensais. Et en fait, vous avez été en majorité à mettre, il me semble, qu'il y aurait un rookie sur le podium. Donc j'étais assez étonnée des résultats. Moi, j'étais plus partie en mode Verstappen va passer Norris dès le début, et ça n'a pas raté. Alors, Norris partait du côté sale de la piste, mais Verstappen, à chaque fois, lui fait le coup. C'est assez drôle, quand même, à force. Même si à la place de Norris, je le prendrais mal. Et donc, du coup, on a un super départ de Piastri et un super départ de Verstappen qui prennent la tête de la course, et Piastri qui est rétrogradé à la troisième position. Ce qu'il faut savoir qu'il y avait de spécial sur ce Grand Prix du Qatar, c'est que Pirelli, donc sur la stratégie pneus, avait imposé 25 tours maximum sur chaque train de pneus. Donc il y avait au moins 2 arrêts obligatoires dans le cadre du Grand Prix du Qatar qui allaient devoir être exécutés par les pilotes. Ce qui fait que, si je ne me trompe pas dans les calculs, mais Julien Febvre s'est trompé plein de fois, donc il n'y a pas de problème. C'est qu'on pouvait s'arrêter pour faire au minimum 2 arrêts. Ça demandait pour les pilotes une gestion de pneus excellente, sachant que le Grand Prix, le circuit de Losail est extrêmement gourmand sur les pneus, il va très vite les abîmer.
Donc il y avait plusieurs stratégies en départ. Certains partaient en pneus tendres, mais il fallait qu'ils tiennent quand même au moins jusqu'à la fin du 7e tour avant de changer de pneu. D'autres sont partis en pneu médium, mais donc du coup ça voulait dire aussi qu'ils allaient devoir changer de type de pneu, donc soit passer sur du soft ou du hard. Donc voilà, il y a quand même plusieurs choix de stratégies différents. Et événement quand même incroyable de la course, c'est que au 7e tour, on a un accrochage entre Hülkenberg et Pierre Gasly qui déclenche une voiture de sécurité. Et là, rappelez-vous, on a Piastri en première position, Verstappen en seconde position et on a Norris en troisième position. Et on voit, du coup, il y a un choix important à faire en termes de stratégie de pneus. Est-ce qu'on sort maintenant, on change de train pneu pour garder cette stratégie à 2 arrêts, mais du coup en bénéficiant d'un arrêt très court sur safety car ? Ou est-ce qu'on attend et on reste en piste et on voit comment on gère les pneus pour rester encore un peu plus longtemps sur ce premier train de pneus dans la course au Qatar. Et Verstappen a fait le choix avec son équipe, et on va en discuter, d'aller changer de pneus dès la fin du 7e tour. Donc il était bon dans les calculs pour faire 25-25. Et tout le monde le suit. On a vraiment l'intégralité des pilotes qui s'arrêtent, sauf Ocon, il me semble, mais vu qu'il se prend une pénalité après, il s'arrête quand même. Bref, et on a Piastri et Norris qui restent en piste et qui vont devoir s'arrêter évidemment un petit peu après pour pouvoir ensuite respecter la règle des 25 tours sur chaque train de pneus. Et en fait, ça vient donc évidemment créer un énorme undercut sur Piastri par Verstappen et sur Norris également, puisque du coup Verstappen a bénéficié d'un arrêt extrêmement rapide. En plus, il est remonté ensuite avec la safety car derrière les McLaren. Donc énorme undercut, en tout cas un effet d'undercut incroyable de Verstappen grâce à la voiture de sécurité. Et on se retrouve à la fin du Grand Prix, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose d'autre que ça, Verstappen qui remporte le Grand Prix du Qatar. En deuxième position, on a Piastri, et en troisième position, on a Carlos Sainz, incroyable, avec sa Williams, qui arrive à monter sur la troisième marche du podium. On a Norris qui est P4. Et donc on voit qu'il y a un changement de classement qui était vraiment pas du tout envisagé au début du week-end et au début du Grand Prix. Parce qu'au début du week-end, rappelez-vous, Verstappen avait une voiture avec des réglages très compliqués. Ils ont même mis un ancien moteur de mémoire sur sa voiture pour le Grand Prix. Donc on ne s'attendait pas non plus à des performances incroyables de Verstappen, qui finalement remporte le Grand Prix du Qatar grâce à une stratégie extrêmement intelligente de la part de Red Bull. À nouveau, on va en reparler. Et on a Piastri et Norris qui perdent de gros points dans le cadre du championnat pilote. On va reparler à nouveau, ça ne remet pas tout à fait en cause. On a quand même Norris qui est le favori ultime pour remporter le championnat pilote cette année. Mais Piastri, qui partait quand même en pole, qui avait fait un super départ, se fait prendre quand même beaucoup de points par Max Verstappen, puisque du coup, à la fin de ce week-end, on a Norris qui est toujours en première position, Verstappen en deuxième position et Piastri qui passe en troisième position. Donc jamais très agréable, surtout quand, on va reparler, quand il s'agit d'une erreur de stratégie. À nouveau, on va reparler sur ce mot erreur. Donc voilà. Moi, c'est un Grand Prix que j'ai beaucoup aimé. Pour une raison très simple, c'est que, à nouveau, et vous le savez, je suis fan de la stratégie de pneu. Je trouve ça extrêmement intéressant. En fait, tout ce qui est stratégie associée à l'usure du pneu, mais aussi aux undercuts et à la gestion, en fait, pas uniquement de ta propre stratégie, mais de la stratégie globale, en prenant en compte les pilotes contre qui tu vas conduire dans ton classement, etc. Si tu sors maintenant, est-ce que tu vas tomber dans le peloton ou est-ce que tu vas avoir l'air libre, ce qui va te permettre de remonter plus facilement? Enfin voilà. Moi, ce genre de choses, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et ce qui rend excitant des Grands Prix qui parfois peuvent sembler un peu mous ou en tout cas un peu plats, comme le Grand Prix du Qatar pour le coup, où il ne s'est pas passé vraiment grand chose. Donc moi sur le week-end, je mettrais un 8 sur 10 parce que, et je m'explique, c'est que pour moi le week-end n'est pas exceptionnel, mais par contre il s'est passé des choses. On a le classement qui est quand même remis en cause à nouveau, on n'a toujours pas de champion pilote, donc tout va se jouer sur le dernier Grand Prix à Abu Dhabi. Donc en fait le scénario est vraiment incroyable et j'ai beaucoup aimé parce que du coup on a mis en avant les stratégies plutôt que la qualité, même si on l'a mis aussi en avant, mais la qualité de conduite des pilotes est toujours mis en avant, mais c'était surtout la stratégie qui sur ce week-end a joué.
Donc voilà, ma note c'est 8 sur 10. Si on passe maintenant à mon top et à mes flops, mon top c'est Red Bull et plus particulièrement Anna Schmidt qui est la stratégiste de Red Bull. Je suis vraiment mais toujours très impressionnée par cette femme qui a toujours une stratégie un petit peu audacieuse. Il faut quand même le dire, hein, chez Red Bull ils ont une stratégie depuis plusieurs années qui est assez audacieuse, qui est assez différenciante. Et contrairement à d'autres équipes, je trouve qu'ils sont capables de prendre des décisions qui sont souvent gagnantes. Donc bon, après c'est aussi beaucoup de coups de chance, mais c'est, je pense, beaucoup d'expérience, parce que bon, la chance, ça joue toujours dans la vie, hein, on le sait, mais c'est le travail qui fait qu'on provoque sa chance. Et moi je pense que Red Bull, ils ont un travail de stratégie qui est assez exceptionnel, puisqu'on leur donne quand même pas forcément toujours des moyens incroyables. On a la voiture de Verstappen qui est pas excellente, ils partaient avec plus de 100 points d'écart sur Piastri, et ils arrivent quand même à revenir. Donc gros top pour Red Bull et Anna Schmidt, qui est montée sur le podium avec Max Verstappen pour représenter l'équipe Red Bull. Donc je trouve ça très beau, un très beau geste de la part de Red Bull. Donc vraiment très très fière. Et voilà, Anna Schmidt, c'est quelqu'un qui est dans la Formule 1 depuis quand même pas mal d'années. Et je trouve ça beau de montrer que voilà, elle est excellente dans ce qu'elle fait, donc dans la stratégie, et elle est déterminante sur certains grands prix. Mon flop, c'est à nouveau, et pour la deuxième fois consécutive, McLaren, qui effectivement a fait des mauvais choix stratégiques pour ses pilotes, puisque du coup en ne les faisant pas sortir sous safety car à la fin du 7e tour, ils perdent 2 gros points au championnat pilote. Norris finit 4e alors qu'il partait 2e, et Piastri finit 2e alors qu'il partait 1er. On a un énorme undercut de Verstappen sur Piastri qui vient vraiment gâcher la course de Piastri. Donc sur la stratégie, effectivement, pas bon choix stratégique. Moi je me remets un peu dans le contexte, notamment pour Piastri. En fait, Piastri, il était en pole, il était premier sur la piste. C'est toujours difficile de faire le choix et de se dire oui, Piastri, il va sortir sur safety car. En revanche, en tout cas, c'était un pari qui était difficile à prendre quand on est premier sur la piste. Moi je pense dans ce sens-là. En revanche, quand je suis Norris et McLaren et que je vois Verstappen sortir sur safety car, mais en fait, je me pose même pas la question, il faut sortir aussi. Et là, du coup, je trouve que l'erreur de McLaren a plus été faite sur Norris que sur Piastri, même si au final les deux pilotes en sont les victimes, pardon. C'est que Verstappen, quand il va box sous la safety car, il faut que Norris le suive, c'est pas possible autrement. Et pour moi, les stratèges de McLaren auraient dû dire, c'est à nouveau, c'est toujours facile de faire à rebours la course, mais les stratèges de McLaren auraient dû dire, tu fais ce que fait Verstappen. Et pour Piastri, effectivement, là c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il était premier. Donc McLaren, gros flop, parce que en termes de stratégie, du coup, ça a été un peu le petit vilain, le vilain petit canard du Grand Prix de Losail, du circuit de Losail, parce que du coup tous les autres sont sortis et ont plutôt bien fait fonctionner leurs pneus. Alors heureusement que la McLaren, c'est la voiture la plus performante, et notamment sur le week-end au Qatar. Heureusement qu'on a Piastri et Norris qui sont quand même d'excellents pilotes qui ont réussi à vraiment tout remonter, sachant que Piastri, lui, donc il a réussi avec son dernier arrêt à sortir deuxième, donc il n'avait pas eu forcément besoin de remonter beaucoup de voitures. En revanche, Norris est sorti derrière Antonelli de mémoire, donc il avait 2 voitures à remonter, Antonelli et Sainz, et à la fin il n'a réussi qu'à rattraper que Antonelli, et donc il finit 4e en perdant quand même beaucoup de points sur Verstappen et sur Piastri dans le cadre du championnat pilote. Un petit point sur Antonelli, il y en a beaucoup qui ont dit, alors donc c'était vraiment genre le dernier tour où Norris était 5e, Antonelli était 4e, et Norris a passé de façon un peu rapide, on va dire, Antonelli. Bon, alors il y a eu beaucoup de suspicions, même malheureusement de harcèlement de Antonelli, qui ont dit qu'il avait laissé passer Norris pour championnat pilote, etc. Bref, moi je veux pas rentrer dans le débat. De ce que j'ai compris, c'est que plutôt Antonelli avait glissé, une erreur, ça arrive, c'est un rookie, il faut pas l'oublier non plus, donc sous la pression, avec derrière soi le championnat, enfin le tenant du titre, le premier au classement du titre pilote, je trouve ça un peu normal qu'on
puisse être un petit peu perturbée. On passe ensuite sur mon classique point sur mes chouchous, Esteban Ocon et sur Hadjar. Esteban Ocon, bon voilà, en vrai j'ose même plus en parler parce que c'est vraiment compliqué. La voiture ne fonctionne pas avec Esteban, elle fonctionne avec Oli Berman qui fait des bien meilleurs qualifs que Esteban, donc je ne sais pas ce qui se passe. Esteban continue avec As l'année prochaine, j'espère que la nouvelle réglementation, la nouvelle voiture va apporter un nouveau souffle, je sais pas, mais en tout cas là si on fait une comparaison des coéquipiers As sur la saison 2025, Esteban est en dessous de Oli Berman, ce qui est vraiment vraiment pas bon. Donc voilà, j'espère qu'il va garder le moral, qu'il va repartir de plus belle en 2026, mais vraiment compliqué pour Ocon, encore à nouveau sur ce week-end. Isack Hadjar qui fait un excellent week-end, moi je trouve. Il fait une très bonne qualif sprint et une bonne qualif pour la course. Il me semble qu'il est dans les 10 premiers. Sauf peut-être pas pour la sprint. Bref, mais Isack Hadjar, vraiment, je pense qu'il est dans une très très bonne lancée. Et d'ailleurs, il a été annoncé que Isack Hadjar rejoignait Max Verstappen en 2026 dans le deuxième baquet, dans son second baquet Red Bull, ce qui est quand même une énorme nouvelle pour Isack Hadjar, pour notre Français. Alors, à nouveau, moi j'ai un sentiment extrêmement mitigé par rapport à ça. Très très heureuse pour Isack Hadjar. En revanche, on sait que le second baquet à côté de celui de Verstappen est toujours très difficile à tenir. Donc est-ce que Isack va réussir à conduire cette voiture aux côtés de Max? Est-ce qu'il va réussir à faire des podiums, à avancer aussi bien qu'on le souhaiterait? Moi, je lui souhaite tout le meilleur et je vais le soutenir. Et pour le coup, je suis vraiment pas normalement pour Red Bull. Mais là, entre Laurent Mekies qui a rejoint Red Bull, Anna Schmitz qui est la stratégiste et Isack Hadjar qui est chez Red Bull, possible que je parle un peu de Red Bull un peu plus en 2026. Donc voilà, ça va être une belle année pour Isack Hadjar qui du coup transforme dès sa première saison en Formule 1 en passant chez Red Bull, chez la maison mère. Donc je trouve que c'est mérité, mais à voir et à suivre sur comment ça va être l'année prochaine. Et maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est le Grand Prix d'Abu Dhabi dès ce week-end, dès le dimanche 7 décembre. Ça va être le Grand Prix décisif pour le championnat pilote. Ça va aussi être le championnat qui va permettre de décider le classement des équipes. Sachant qu'un petit point là-dessus, on a, il me semble, Williams qui est assuré d'être 5e cette saison. Ce qui est un très très beau résultat pour cette écurie avec Sainz et Albon. Dans tous les cas, je vais revenir, je pense plutôt en début de saison prochaine sur tout le bilan de chacune des équipes sur 2025, mais en tout cas pour Williams c'est un très très beau bilan. Ce qu'on attend pour Abu Dhabi, c'est effectivement de savoir qui va remporter le championnat pilote. A priori il y a quand même de fortes chances que ça soit Lando Norris, sauf s'il se plante complètement, mais voilà, j'ai vu pas mal de stats sur les réseaux sociaux, enfin pas de stats mais de calculs. En gros, pour que Piastri gagne, il faut que Norris finisse en dessous de la 6e position et que Verstappen aussi. Enfin bref, il y a plein de si et alors. Mais Norris est un énorme favori pour remporter le championnat pilote pour cette saison 2025, sauf s'il se plante, sauf si McLaren se plante. Je ne sais pas, tout peut arriver à Abu Dhabi. D'ailleurs, vous vous souvenez sûrement, moi c'était l'une des premières saisons que je regardais, c'est Abu Dhabi 2021 avec Abu Dhabi, avec la bagarre Verstappen et Hamilton, qui s'est mal fini pour Hamilton malheureusement. Mais voilà, ça va être encore décisif à Abu Dhabi, ça va être incroyable. J'espère que on va avoir un beau spectacle et que ça va pas se décider sur des pénalités ou des safety cars improbables. De toute façon, Latifi n'est plus là, donc on n'aura plus de crash inopiné. Mais donc voilà, ça va être une fin de saison explosive. Je suis vraiment très très heureuse d'avoir débriefé l'ensemble de cette saison et j'ai très très hâte de débriefer ce dernier GP sur le podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine de course. On enchaîne 3 week-ends, là c'est assez intense. Et on se dit à la semaine prochaine pour débriefer de ce dernier GP et de cette fin de saison 2025. À la semaine prochaine!